Bonjour à tous, merci pour cette visio en partenariat organisée par l'Association des maires des Pyrénées-Atlantiques sur le thème de urbanisme essentiel des termes et concepts. Et c'est Vanessa Roca, notre intervenante aujourd'hui, qui va vous en informer, qui va vous présenter les premiers éléments. Vanessa, je te laisse la parole. Merci Inbar, bonjour à tous. Donc effectivement, cette petite session d'une heure sur le thème de l'urbanisme, sur l'essentiel des termes, vise à vraiment appréhender l'essentiel des notions qu'il faut avoir en tête quand on parle d'urbanisme et quand on participe notamment à un document d'urbanisme. Euh, Hop, je reprends le diaporama. Voilà. D'identifier aussi les documents clés sur cette thématique de l'urbanisme, puisqu'il y a, j'imagine vous le savez, beaucoup de documents qui s'imbriquent, qui se superposent, etc. Donc c'est essayer d'être au clair sur les objectifs et le rôle de chacun des documents, et puis être à l'aise donc avec tous les termes essentiels. Donc on va commencer par la définition des termes et des concepts clés. Donc l'urbanisme, juste en introduction, à quoi ça sert? Pour moi, c'est l'art d'organiser l'espace afin de concilier le développement, la qualité de vie et la préservation de l'environnement. Donc, quand on travaille ou quand on élabore un document d'urbanisme, c'est vraiment travailler en faveur du développement durable et essayer de concilier les trois aspects fondateurs en fait, du développement durable, les aspects sociétaux, économiques et environnementaux. Effectivement, l'urbanisme, ça touche et ça impacte de nombreux enjeux. Le logement, bien sûr, l'attractivité des territoires et le développement économique, toute la question des mobilités, mais également la prise en compte de la préservation des paysages, la prise en compte des risques, voilà, donc ça touche vraiment à tous les aspects et tout le fonctionnement d'un territoire et quand on travaille dans l'urbanisme, c'est vraiment essayer de concilier, tous ces thèmes-là pour, avoir un projet en faveur d'un développement le plus durable possible. Quels sont les acteurs, dans le champ de l'urbanisme? Il y a l'État, donc, la direction départementale des territoires et de la mer, qui va suivre l'élaboration, des documents et qui va vérifier que les lois étatiques sont bien prises en compte, sur une échelle, infra. La préfecture et la MRAE, donc la mission régionale d'autorité environnementale, qui est une, une, composante de l'État qui intervient uniquement sur, la sphère environnementale et qui est normalement autonome, et indépendante vis-à-vis, des DDT. Il y a bien sûr l'intercommunalité qui entre en jeu et de plus en plus aujourd'hui, notamment, via les SCOT et les PLUI. La commune, bien sûr, qui elle a vraiment un rôle, bon, au niveau de l'instruction des autorisations d'urbanisme, hein, on le verra, et qui a un rôle aussi de proximité et de de faire relever les enjeux locaux dans les enjeux supracommunaux. Et bien sûr les citoyens, les associations qui sont, associés tout au long, de ces études d'urbanisme. Donc le rôle de l'élu et notamment l'élu local dans le champ de l'urbanisme, c'est de donner un avis et de co-construire les politiques locales avec ces différents acteurs, d'assurer la cohérence du projet de territoire, notamment en essayant de confronter au mieux les enjeux supracommunaux et les enjeux locaux, de faire le lien entre les habitants et les administrations. C'est bien sûr, et notamment dans la partie instruction des autorisations d'urbanisme, le garant, c'est notamment le maire qui est le garant du respect des règles, puisque c'est lui qui signe les autorisations d'urbanisme. Et bien sûr, pour tout ça, et notamment pour construire les politiques locales, son rôle, c'est de participer activement à l'élaboration des documents de planification. Alors, on va voir en premier lieu le principe de hiérarchie des normes pour que vous compreniez bien ce principe-là qui est fondamental dans le champ de l'urbanisme, puisque c'est lui qui cadre l'intervention de chaque document et les liens en fait qu'il peut y avoir entre eux. Alors, ce principe de hiérarchie des normes va
introduire deux notions différentes, la notion de conformité et celle de compatibilité. La notion de conformité, c'est une application stricte des règles, alors que la notion de compatibilité va être moins exigeante que la notion de conformité. Le but, quand on parle de compatibilité avec un document supérieur, c'est que le document N-1 en fait, ne fasse pas obstacle au document N+1. Pour exemple, un règlement de PLUI doit s'appliquer de manière conforme aux autorisations d'urbanisme. Les orientations d'aménagement et de programmation, on le verra plus tard, doivent s'appliquer sur une notion de compatibilité. Et enfin, il y a certains documents d'urbanisme qui doivent être simplement pris en compte, c'est-à-dire qu'on ne doit pas ignorer les objectifs du document supra, mais il n'est pas nécessaire d'y introduire la notion de conformité ou de compatibilité. Alors, j'ai essayé de faire un schéma là qui est un peu complexe, mais qui traduit un petit peu cette hiérarchie des normes et qui fait qu'aujourd'hui, dans cette hiérarchie des normes, le SCOT, notamment par l'ordonnance du 17 juillet 2020, a été vraiment introduit comme un SCOT, comme un document intégrateur de tous les autres documents. Tout en haut de la hiérarchie des normes, vous avez les lois étatiques qui s'appliquent de manière conforme à tous les documents qui sont dessous infracommunaux, notamment la loi montagne et la loi littorale pour les territoires qui sont confrontés. Il y a également toutes les servitudes d'utilité publique, par exemple un plan de prévention des risques d'inondation qui doit bien sûr être appliqué de manière conforme. Sous ces lois étatiques, vous avez le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et au même niveau, sur plutôt la sphère purement environnementale et ressources, qualité des eaux, le SDAGE, le schéma directeur de gestion des eaux. Ces deux schémas doivent être traduits sous une notion de compatibilité, là, ils n'ont pas de conformité, au travers du SCOT, schéma de cohérence territoriale, et en l'absence de SCOT, au niveau des PLH, programme local de l'habitat, des PDU, plan de déplacement urbain, et du PCAET, plan climat-énergie territoire, ainsi que sur le document d'urbanisme, donc le PLU ou PLU intercommunal s'il est intercommunal. Voilà, donc le SCOT doit être compatible avec le SRADET. Les PLUI, PLH, PDU et PSAET, eux, doivent être compatibles avec le SCOT ou en l'absence de SCOT, avec directement le SRADET et le SDAGE. Quand on élabore un document d'urbanisme, donc on le verra, il est composé d'une partie réglementaire et d'une partie plutôt d'orientation stratégique. Donc, partie réglementaire, c'est le zonage et le règlement qui s'appliquent, je l'ai dit, de manière conforme aux autorisations du droit des sols. Les orientations d'aménagement et de programmation, elles, s'appliquent sous une notion de compatibilité au niveau des autorisations du droit des sols, c'est-à-dire que l'OAP définit les grands principes que l'autorisation, donc le permis ou le permis d'aménager, ne doit pas venir contredire, alors que le permis de construire doit appliquer de manière conforme les règles écrites ou le zonage qui est défini dans le PLUI. On va détailler un petit peu rapidement les objectifs et les grands principes de tous les documents que je viens de citer. En premier lieu, donc le SRADET, donc notamment le SRADET Nouvelle-Aquitaine qui a été approuvé le 27 mars 2020 et qui a été modifié il y a un peu moins d'un an, là, le 18 novembre 2024, pour prendre en compte notamment la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Ce SRADET, on l'a vu dans le schéma précédent, c'est le schéma des schémas. C'est un document transversal qui détermine au niveau régional la stratégie de développement durable à l'horizon 2030. Le SRADET Nouvelle-Aquitaine est composé de 80 objectifs qui, eux, doivent être pris en compte dans les documents infracommunaux, donc que ce soit le SCOT ou le PLUI, par exemple, et de 41 règles qui doivent être appliquées, elles, sous une notion de compatibilité. Une de ces 41 règles, notamment, est l'objectif de modération de la consommation d'espace
qui doit être de moins 50% à l'horizon 2031, avec un objectif final à 2050 de zéro artificialisation nette. On en parlera plus tard. Le SCOT, quant à lui, est un outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale à l'échelle d'un bassin de vie qui, normalement, est vraiment un bassin de vie le plus large possible, d'une aire urbaine quand on est sur un milieu très urbain, dans le cadre donc de la mise en œuvre d'un projet d'aménagement stratégique. Il existe depuis les années 2000, depuis la loi SRU. Ils auraient pu être supprimés quand la loi a davantage institutionnalisé les PLU intercommunaux. Le gouvernement en a décidé autrement et au contraire, il a transformé les SCOT en documents de planification stratégique et opérationnelle à long terme et qui font vraiment le lien entre le SRADET et le PLUI. Donc il est piloté par un syndicat mixte ou un pôle d'équilibre territorial et rural, un PNTR. Ça peut être également porté par un parc naturel régional, une communauté de communes, un EPCI ou un pôle métropolitain. Bien sûr, il doit respecter les principes du développement durable et les traduire au niveau d'orientation. Et il doit couvrir tous les champs des règlements climatiques, des transitions écologiques et énergétiques, fixer des objectifs en matière de développement démographique, numérique, enfin, toutes les grandes orientations qui couvrent le champ du développement durable. Il est composé de 3 grands documents. Alors ça a été bien modifié là, depuis la loi Elan et notamment et surtout depuis l'ordonnance de juin 2020, puisqu'il n'y a plus de rapport de présentation, comme il y a dans les PLUI, mais il n'y a plus que le PAS, le projet d'aménagement stratégique, qui est vraiment le projet de développement durable à un horizon de 20 ans, qui fixe les grands objectifs en matière de gestion économe de l'espace, de transition écologique et énergétique, et qui doit proposer une offre d'habitat, de services et de mobilité adaptée aux nouveaux modes de vie du territoire qu'il couvre. Ces grandes orientations sont déclinées dans le DOO, document d'orientation et d'objectifs, qui détermine les conditions d'application du PAS et qui définit les orientations générales d'organisation de l'espace, organisées sous 3 grands thèmes: le développement économique, le logement et la transition écologique et énergétique. C'est notamment le DOO qui va fixer les objectifs de modération de la consommation d'espace qui traduisent sous une notion de compatibilité les objectifs du SRADET et donc par ricochet les objectifs de la loi climat et résilience qui vise le zéro artificialisation nette à 2050. Et désormais, c'est aujourd'hui dans les annexes que l'on trouve toute la partie diagnostic de territoire, la partie évaluation environnementale, la justification des choix et toute l'analyse de la consommation d'espace et de la justification des objectifs chiffrés en matière de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc là, depuis 2020, ça a quand même légèrement changé au niveau du contenu d'un SCOT. Le PLH maintenant, donc le programme local de l'habitat, est défini pour une durée de 6 ans. Lui, il a une durée de vie, hein, contrairement au PLUI. Il doit définir les objectifs et les principes d'une politique qui vise à répondre aux besoins en logement et en hébergement, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, et améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées. Donc c'est un document stratégique de programmation qui doit inclure l'ensemble des champs de la politique locale de l'habitat. Donc il doit définir des orientations en matière de développement de parcs publics et privés, de gestion du parc existant et des constructions nouvelles, voilà, et prendre en compte les besoins des populations spécifiques. Les plans locaux de l'habitat sont obligatoires désormais pour les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes compétentes en matière d'habitat qui comptent plus de 30 000 habitants et dont au moins une commune du périmètre compte plus de 10 000 habitants. Les autres communautés de communes qui sont en deçà de ces seuils
n'ont pas l'obligation de réaliser un PLH. Donc le contenu du PLH ressemble un petit peu, hein, à tous les documents d'urbanisme, vous le verrez. La partie diagnostic, qui donne une photo du territoire sur la thématique de l'habitat, sur le fonctionnement du marché local du logement, qui définit des enjeux. Ces enjeux permettent de décliner différentes orientations, donc c'est le deuxième document. Ces orientations doivent permettre une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le territoire et répondre aux besoins des personnes mal logées, défavorisées ou avec des difficultés particulières. On est aussi sur des orientations en matière de logement des jeunes et notamment des étudiants. Voilà, et ces grandes orientations sur ces thématiques-là sont déclinées dans un programme d'action, donc c'est souvent sous forme de fiches, qui définissent des modalités de suivi et d'évaluation du PLH et qui apportent des objectifs quantifiés et qualitatifs sur tout ce qui est offre future de logement, donc pour les 6 années à venir. Le plan de mobilité, donc le plan de déplacement, l'ancien plan de déplacement urbain, qui s'appelle aujourd'hui plan de mobilité, lui, définit les grands objectifs en matière de mobilité. C'est un document de planification qui est fait sur 10 ans et qui a été donc largement modifié lui aussi depuis la loi LOM en 2021. Et lui, il est obligatoire uniquement pour les communautés d'agglomération supérieures à 100 000 habitants. Il définit les grands principes d'organisation des transports de personnes et de marchandises, de leur circulation, les grands principes aussi de stationnement et définit les priorités d'action et les moyens à mettre en œuvre. Voilà, donc l'ensemble de ces documents déclinent en quelque sorte le SRADET, chacun sur leur thématique, et doivent être ensuite appliqués sous une notion de compatibilité dans les documents d'urbanisme inférieurs, c'est-à-dire notamment le PLUI. Le dernier de ces plans qui se mettent un petit peu en intermédiaire entre le SCOT, enfin, et le SRADET et le PLUI, c'est le PCAET, le plan climat air énergie territorial, qui lui définit tous les objectifs stratégiques et opérationnels à mettre en œuvre afin d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux et nationaux français, qui ont été déclinés au niveau français. Il est obligatoire, lui, pour tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et il doit être obligatoirement mis à jour tous les 6 ans. C'est un outil d'animation et de coordination qui vise à réduire l'empreinte carbone du territoire, qui permet d'adapter ce dernier au changement climatique et de maîtriser la consommation d'énergie, notamment en développant les énergies renouvelables. Donc, comme les autres, comme je viens de le dire, le PCAET doit être compatible avec le SCOT et le PLUI lui-même doit être compatible avec ce PCAET. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a toute cette notion de hiérarchie des normes qui se met en œuvre et qui permet de structurer et d'imbriquer tous ces documents qui existent à l'échelle d'un territoire. Le SDAGE, enfin, est un document qui se met au même niveau que le SRADET, puisqu'il doit être décliné sous une notion de compatibilité dans tous les documents que l'on vient de voir. C'est un document de planification, lui, à l'échelle d'un bassin versant. Là, on n'est plus sur un bassin de vie comme le SCOT, mais on est sur un bassin versant en termes de ressources en eau, qui vise à assurer la gestion de la ressource et des écosystèmes aquatiques à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Donc ici, nous sommes sur la déclinaison du SDAGE à l'échelle du bassin Adour-Garonne. Donc vous avez l'image là qui est vraiment à cheval sur plusieurs départements et 2 régions, la région Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine, pardon, et la région Occitanie. Donc il doit fixer pour le bassin concerné les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et fixe les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. Il est prévu pour 6 ans. Au bout de 6 ans, il doit être révisé. Et il est adopté par le comité de bassin
approuvés par le préfet coordonnateur de bassin, puisque, comme le stage à Dour-Garonne, ils peuvent être à cheval sur plusieurs régions. Toutes les décisions administratives et les plans et programmes tels que les PLUI, ou même les SCOT, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des stages. Sur le bassin à Dour-Garonne, la dernière révision du SDAGE a été approuvée le 10 mars 2022 et donc nous avons un SDAGE qui couvre une période de 2022 à 2027. Donc nous sommes en 2025, il reste 1 an et demi. Rapidement, il va être mis en révision pour mettre en œuvre un nouveau SDAGE pour la période 2028 plus 6 ans. Le PLUI intercommunal. Donc vous avez ici des images de traduction. Alors, pourquoi on est passé de PLU communaux à des PLU intercommunaux? C'est pour pouvoir mettre en œuvre un projet de territoire plus pertinent, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de thématiques, notamment la thématique de la trame verte et bleue, des déplacements, des mobilités, la thématique du développement économique également, qui couvrait un champ supérieur à l'échelle communale et qu'il valait mieux réfléchir à une échelle plus vaste pour décliner ces politiques-là. Ça permet d'harmoniser aussi le droit des sols d'une commune voisine à une autre. Souvent, les habitants disent: «Mais je comprends pas, sur la commune voisine, les règles sont différentes, pourquoi?» Bon, mais là, on a un même document, donc on est un petit peu plus harmonieux au niveau d'un bassin de vie. C'est fait aussi pour se doter de règles et de moyens réglementaires plus importants, puisque, vous le verrez, la mise en œuvre d'un PLUI déclenche un certain nombre de prises de compétences à l'échelle d'une communauté de communes. Et ça permet aussi de réaliser des économies d'échelle, puisque effectivement, on mutualise le coût des études. Au lieu d'avoir 20 ou 40 PLU ou cartes communales, on n'en a plus qu'un seul. Vous avez sur ce schéma toute la procédure d'élaboration d'un PLUI. Donc, comme pour les autres, il y a 3 grandes parties, 3 grands documents dans un PLUI. La partie diagnostic, qui établit la photographie du territoire et qui définit des enjeux, qui est définie dans un projet d'aménagement et de développement durable, qui définit les grandes orientations sur tous les champs du développement durable. Et ces orientations générales sont traduites réglementairement au travers d'un zonage, d'un règlement et d'orientation d'aménagement et de programmation. Dans la procédure d'élaboration d'un PLUI, il y a la phase débat des orientations du PADD qui est une phase importante. Dans un PLUI, il a été maintenu par le Code de l'urbanisme le fait qu'il faille débattre du PADD, non seulement au niveau de l'EPCI, qui est en charge du PLUI, mais aussi au sein de chaque commune membre pour que les communes puissent donner leur avis au fur et à mesure de l'étude et puissent être vraiment intégrées à l'élaboration de ces documents. L'avis de chaque commune intervient aussi après arrêt du projet, où là, on a fini la phase étude, on pose des stylos, on donne un dossier de PLU qui a traduit réglementairement toutes les orientations générales qui ont été définies. Là, au niveau de l'arrêt, les communes aussi, chaque commune membre du PLUI doivent donner leur avis sur le dossier de projet arrêté. Si une des communes, hein, même si c'est 1 sur 76 ou 1 sur 59, donne un avis défavorable sur le projet doit être arrêté de nouveau. Si au niveau de ce deuxième arrêt, là, c'est plus une seule commune qui l'emporte, mais c'est à la majorité qualifiée, où le PLU est voté à la majorité des 2/3 de ses membres. Il y a un autre point important qui a été mis en place et qui diffère en fait entre PLU et PLUI, c'est la conférence des maires. La conférence des maires intervient à 2 niveaux. Au niveau de la mise en place du PLUI, puisque c'est elle qui fixe les conditions de la collaboration entre communautés de communes et communes membres. Et ensuite,
plutôt en fin de procédure après enquête publique, où là, elle donne son avis sur toutes les remarques qui ont été apportées à l'enquête publique et par les personnes publiques associées, et ceci avant approbation définitive du document d'urbanisme de PLUI. Alors, quand on approuve un PLUI sur un territoire et sur une communauté de communes, alors je précise également que il est possible pour les communes que l'on a appelées XXL, donc les communes de plus de 50 communes, les communautés de communes, pardon, de plus de 50 communes, de réaliser des documents infracommunautaires, c'est-à-dire où l'on partage le territoire complet de l'EPCI en plusieurs documents, plusieurs PLUI, pour prendre en compte, notamment, c'était le cas de la CAPB, hein, qui est une des plus grandes collectivités, communautés d'agglomération au niveau français. 158 communes, c'est très difficile de faire un document unique à 158, donc il a été donné la possibilité de scinder le territoire en plusieurs PLUI. Voilà, donc une fois que le PLUI est approuvé, eh bien ça va induire plusieurs transferts de compétences, et ces transferts de compétences qui sont automatiques. Déjà, le droit de préemption urbain, donc avec un PLUI, le droit de préemption urbain est automatiquement transféré à la communauté de communes ou la communauté d'agglomération. La commune ne peut plus l'exercer à moins que le PCI lui délègue ce droit pour deux points particuliers. Pour des opérations ponctuelles qui sont justifiées par des opérations d'intérêt strictement local et qui ne relèvent pas du champ d'intervention de la communauté, de commune ou d'agglomération. Dans la procédure, les déclarations d'intention d'aliéner, donc quand une personne souhaite vendre un terrain qui est situé en zone U, urbain, ou à urbaniser sur un territoire, ils doivent automatiquement, il y a une DIA qui doit être adressée aux communes concernées, hein. Là, c'est les mairies qui les reçoivent, mais qui doivent transmettre automatiquement cette demande à la communauté d'agglomération ou communauté de communes, qui est donc prioritaire pour exercer ce droit de préemption urbain. Si jamais la communauté de communes ou la communauté d'agglomération ne souhaite pas préempter, alors à ce moment-là, elle peut déléguer le droit à la commune et la commune peut préempter. Donc pour cela, il faut absolument qu'il y ait une délégation systématique en fait, qui soit mise en place au niveau de la communauté de communes pour subdéléguer ce droit, puisque le délai d'examen de la DIA est resté toujours le même, 1 mois. C'est-à-dire que dans 1 mois, il faut que tous ces allers-retours puissent être faits. Donc là, voilà, les communautés de communes se sont désormais organisées pour mettre en place cette délégation. Le transfert de compétences urbanisme aux communautés de communes ou aux communautés d'agglomération ont emporté également automatiquement le transfert de la compétence en matière de règlement local de publicité, qui devient alors un RLPI. Ça, c'est tout ce qui est règles sur les publicités en enseigne, donc qui devient donc intercommunal lorsque on est sur un ou des PLUI. Ça emporte également la compétence sur les sites patrimoniaux remarquables, les SPR. Voilà, sauf, il y a une exception, c'est que les communes qui souhaitent conserver cette compétence peuvent obtenir une délégation de la communauté d'agglomération ou la communauté de communes. En revanche, la compétence PLU-PLUI ne veut pas dire transfert de la compétence en matière d'autorisation du droit des sols. Le maire reste toujours signataire de toutes les autorisations d'urbanisme qui sont déposées et accordées sur le territoire. Donc le maire a quand même le rôle final de signer de signer les permis. Et donc c'est pour ça qu'il est très important qu'il puisse avoir suivi toute la démarche d'élaboration du PLUI et voire même du SCOT pour vraiment comprendre tout, comment a été construit les documents, comment on est arrivé à ce zonage et ce règlement, puisque c'est lui qui a la responsabilité de signer et de délivrer les autorisations d'urbanisme. En matière de fiscalité, le fait de transférer la compétence urbanisme et d'avoir un PLUI
donne la possibilité, là c'est pas une obligation et c'est pas automatique, la possibilité que ce soit l'EPCI qui perçoive la taxe d'aménagement pour l'ensemble du territoire, donc avec une procédure, hem, particulière. Ça doit nécessairement, enfin voilà, être à la majorité des 2 tiers avec, au moins la moitié des conseils municipaux qui représentent les 2 tiers de la population. Je ne crois pas que ceci soit mis en place, de manière fréquente sur les territoires au niveau national, parce que la taxe d'aménagement, surtout aujourd'hui, c'est quand même, voilà, un des seuls moyens, fiscaux pour les communes là de gérer, le fonctionnement et le budget. Donc il y a peu de territoires qui ont délégué cette, compétence à l'EPCI. Et enfin, donc en dernier lieu, beh, arrivent les autorisations d'urbanisme, hein. On est, vraiment sur le dernier maillon de la chaîne. Vous avez ce petit schéma, qui permet de synthétiser, toutes les demandes qui sont nécessaires de déposer selon le projet. Donc selon que l'on dépose, un permis pour une maison, d'habitation ou que l'on fait des travaux de réhabilitation, construction de piscines, pose de panneaux photovoltaïques. À chaque, projet, correspond une demande d'autorisation qui peut être, soit un permis d'aménager, soit un permis de construire, soit une déclaration préalable. Donc on ne va pas détailler, vraiment, à moins que vous le souhaitiez, hein, mais toutes ces autorisations-là. Mais voilà, j'ai trouvé ce schéma assez parlant puisqu'il synthétise là, toutes les formalités qui sont nécessaires, selon chaque projet. Sauf bien sûr, donc là, on est sur, des autorisations, qui sont déposées hors périmètre de monuments, historiques, puisque effectivement, quand on est à l'intérieur d'un périmètre d'un monument historique, il y a des cas, particuliers et certains projets qui peuvent faire l'objet d'une déclaration, préalable, dans un secteur hors, périmètre de monument historique, sont susceptibles, de devoir, faire l'objet d'un permis de construire, par exemple, en périmètre, MH. Hem, voilà, j'en ai terminé pour cette première partie. C'est toute la question, de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et toute la question de la densification puisque effectivement, notamment depuis la loi climat et résilience du 22 août 2021, et aujourd'hui on en parle, quasiment, quotidiennement, même dans les médias, toute cette question de consommation d'espace est vraiment très prégnante. Alors la loi climat et résilience, là, en 2021, l'a vraiment mis en exergue, mais en fait depuis les années 2000, on parle, de diminution de la consommation d'espace, de lutte contre l'artificialisation, hein. Depuis la loi SRU, c'est vrai que c'est un objectif qui est fixé par la loi, mais qui n'avait pas forcément été, pris en compte de manière, en tout cas quantifiée, dans les documents d'urbanisme. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près l'équivalent d'un département, français qui, s'artificialisait, tous les 10 ans. Donc pour la préservation des espaces naturels, mais aussi pour la préservation des espaces agricoles, il devenait urgent de stopper un petit peu, cette fuite en avant, de l'artificialisation. Alors pas forcément, que pour l'habitat, mais pour des équipements, publics, pour du développement économique et donc la loi climat et résilience est venue, là poser, des objectifs chiffrés qui n'existait pas jusqu'alors. C'est vrai qu'on avait posé l'objectif de modérer l'artificialisation et la consommation d'espace, mais on n'avait jamais, défini des chiffres très précis. Bon, c'est chose faite par cette loi climat et résilience qui est venue poser, un objectif de zéro artificialisation nette à 2050, et avec un objectif intermédiaire de diviser par 2 la consommation d'espace naturel, agricole et forestier pour la décennie à venir, c'est-à-dire pour les 10 ans suivant la loi, donc pour la décennie 2021-2031. Ces objectifs, ces 2 objectifs principaux doivent absolument être intégrés dans les SRADET, puis être traduits dans les documents d'urbanisme, donc SCOT et PLUI et carte communale, quand il en reste.
Le SRADET, donc Nouvelle-Aquitaine, a pour cette raison été modifié récemment, donc en novembre 2024. Et il a fixé pour l'ensemble du territoire régional un objectif de modération de la consommation d'espace de 50% au regard de ce qui a été consommé sur la décennie précédente, donc sur la décennie 2011-2021. Charge ensuite au SCOT de venir territorialiser et répartir cette modération de la consommation d'espace dans chacun des bassins de vie et à l'intérieur même des bassins de vie. Et ce sont ensuite les documents d'urbanisme de dernier rang, on va dire, les PLUI et voire les cartes communales, qui doivent ensuite traduire cet objectif de modération et cette territorialisation de la modération de la consommation d'espace. Alors, qu'est-ce que c'est la consommation d'espace neuf, hein, parce qu'on en parle beaucoup, mais en fait, en quoi ça consiste exactement et qu'est-ce qu'il faut compter précisément dans cette consommation d'espace? Et quelle est la différence entre consommation d'espace et artificialisation? Parce que des fois, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc, on va essayer de définir ceci. En tout cas, le grand principe aujourd'hui de tous les documents d'urbanisme, c'est qu'il faut pouvoir être en mesure de démontrer qu'il n'y a pas suffisamment de parcelles disponibles dans les enveloppes urbaines existantes pour aller chercher des espaces, de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et là, la loi climat et résilience a responsabilisé les élus et les a rendu obligatoire en fait cette prise en compte. Donc, je l'ai dit notamment dans le SRADET et ensuite dans la compatibilité qui doit être déclinée au niveau des SCOT et des PLUI, mais aussi en fournissant tous les 3 ans et en le transmettant au préfet des rapports d'artificialisation des sols sur chaque territoire qui dispose d'un document d'urbanisme PLU ou carte communale. Donc, normalement, en août 2024, tous les territoires qui disposaient d'un document d'urbanisme ont dû transmettre au préfet un rapport d'artificialisation des sols sur qu'est-ce qui a été consommé sur son territoire. Alors, le but, c'est d'analyser ce qui a été consommé pour faire moins et surtout comment faire moins. Ben, c'est d'évaluer tout ce qui est possible de faire à l'intérieur des enveloppes urbaines, puisque tout ce qui est à l'intérieur des enveloppes urbaines n'est pas considéré comme de la consommation d'espace. Donc tout ce qui est logement vacant, réhabilitation ou reconstruction de friches, construction de ce que l'on appelle les dents creuses, donc c'est les parcelles disponibles entre 2 maisons, ou les divisions parcellaires, toutes les divisions parcellaires qui peuvent être possibles à l'intérieur d'une enveloppe urbaine. Donc tout ça, tout ce qui est à l'intérieur d'une enveloppe urbaine ne consomme pas de l'espace. Donc en fait, le but, c'est d'aller d'abord densifier, essayer de remplir tous ces vides à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, avant d'aller chercher à aller construire et consommer de l'espace sur des espaces qui sont aujourd'hui naturels ou agricoles. Alors un petit bémol, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, c'est pas écrit dans le code de l'urbanisme et c'est pas défini par la loi climat et résilience, mais en tout cas, ça a été mentionné dans le guide ZAN qui est paru en 2020, début de l'année 2023, produit par l'État. Toutes les dents creuses de plus de 2500 m² à l'intérieur d'une enveloppe urbaine sont considérées comme consommant de l'espace, puisque l'État considère qu'au-delà de 2500 m², il est possible d'avoir un usage agricole d'une parcelle ou qu'un espace naturel peut avoir une certaine fonctionnalité écologique. Voilà, donc la densification, en fait, c'est tout ce qui est possible, tout le potentiel constructible au sein d'un tissu urbain qui est évalué au regard de plusieurs critères et qui permet de ne pas consommer d'espace. Donc, quand on parle de modération de la consommation d'espace, les moins 50%, on ne compte pas tout ce que l'on va pouvoir construire à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Les moins 50%, c'est tout ce qui vient grignoter de l'espace agricole ou naturel au-delà de l'enveloppe urbaine. Et c'est cette consommation d'espace en dehors de la zone actuellement urbanisée
que l'on appelle extension. Et la question de la mutabilité, c'est le fait de pouvoir apprécier la probabilité qu'un logement vacant, qu'une dent creuse ou qu'une division parcellaire puisse décemment et censément recevoir une construction dans les 10 années qui viennent. Parce qu'on va pouvoir définir des pleins de vide à l'intérieur d'une zone urbanisée, mais c'est pas pour autant que tout, techniquement, pourra être construit sur les 10 prochaines années. Donc la question de la mutabilité, c'est l'appréciation de la densification au regard de certains paramètres. Alors, quand on parle aujourd'hui de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, au départ, au niveau de la loi climat et résilience, il avait été fait une distinction entre consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et artificialisation des sols. La consommation d'espace, c'est vraiment tout ce qui vient au-delà de l'enveloppe urbaine, je l'ai dit. L'artificialisation des sols, c'est le fait de rendre imperméable un terrain. Donc, dans artificialisation des sols, on compte aussi tout ce qui va être densifié à l'intérieur d'une enveloppe urbaine. Ces termes-là sont très difficiles à appréhender et même la loi, des fois, utilise le terme artificialisation des sols alors qu'elle devrait utiliser consommation d'espace. Quand on lit ensuite la traduction et la volonté de la loi. Donc, dans le projet de loi Trace, mais bon, qui pour l'instant est en stand-by, hein, il est question de relier en fait ces deux termes et de n'en faire plus qu'un et de ne parler plus que de consommation d'ENAF, de consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers. Voilà, artificialisation des sols reviendrait à la même chose que le terme consommation d'ENAF, mais pour l'instant, c'est encore deux notions qui juridiquement sont différentes, bien que, je répète, l'État, dans la loi et même dans le guide ZAN, en fasse des fois une application qui est un petit peu ambiguë. Alors, comment on va analyser ce qui a été consommé sur la décennie précédente pour pouvoir justifier que l'on va venir consommer 2 fois moins? Eh bien, déjà, il y a une période très stricte qui a été définie par la loi climat et résilience. C'est les 10 années précédant la loi. Alors, normalement, si on lit le texte à la lettre, ça devrait être du coup du 22 août ou du 24 août 2021 au 22 août 2031 au regard de la période 24 août, 22 août 2011, 22 août 2021. Sauf que le guide ZAN qui a été publié donc, à l'issue de la loi climat et résilience, et pour simplifier et pour éviter d'avoir à compter sur la moitié d'une année, enfin, sur les 3/4 d'une année, on est parti du principe qu'il fallait compter du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2021 pour fixer moins 50% sur la période 1er janvier 2021, 1er janvier 2031. Alors, comment on fait? Ben, il y a deux solutions. Soit on peut utiliser les données des observatoires nationaux ou régionaux. Donc, l'État, avec l'aide du CEREMA, a construit un portail de l'artificialisation des sols. Vous voyez, déjà, il parle d'artificialisation des sols alors qu'il comptabilise la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'un territoire. Donc, on peut se servir uniquement de ce portail-là, sauf que ce portail-là a été fait à l'échelle nationale, donc avec un degré de précision qui est tout à fait objectivable à l'échelle nationale, mais quand on l'applique au niveau local, on se rend compte qu'il peut y avoir des erreurs et des notions d'appréciation qui peuvent générer des différences assez notables quand on regarde précisément ce qui s'est passé sur le territoire. Donc, la loi donne la possibilité aux territoires de calculer elles-mêmes leur consommation d'espace pour être plus exhaustive et plus précise, et pour venir justifier que les chiffres donnés par le portail de l'artificialisation des sols ne sont pas forcément exacts, en tout cas appliqués à leur territoire. Donc voilà ce que l'on doit aboutir quand on calcule et quand on définit l'analyse de la consommation d'espace.
voyez en gris, on va définir en 2011 qu'est-ce qu'est la partie actuellement urbanisée, qu'est-ce qu'était la partie actuellement urbanisée. Donc on va venir définir tout ce qui était bâti au 1er janvier 2011. Alors pour cela, on a une base de données que la loi climat et résilience a fixée comme référence, c'est l'OCS, l'occupation des sols, qui est une cartographie, un SIG qui a été élaboré par l'État pour définir qu'est-ce qui était considéré comme urbanisé, qu'est-ce qui était considéré comme agricole ou naturel au fil des ans, avec des pas de temps et des mises à jour qui ont été réalisées de manière ponctuelle, ici sur la région Nouvelle-Aquitaine, en 2009, 2015 et 2020. Donc l'OCS est considéré comme la référence au niveau national, mais vous voyez déjà que les périodes les pas de temps qui ont été utilisés pour réaliser cet OCS diffèrent des pas de temps définis par la loi climat et résilience, puisque nous on parle dans la loi climat et résilience d'une consommation sur une période 2011-2021. Or, les OCS réalisés ont été faits sur les périodes 2009, 2015 et 2020. Donc déjà, il y a un petit problème d'appréciation. Le portail d'artificialisation des sols, donc c'est basé sur cet OCS et est venu compléter ces OCS et définir ce qui est relevé de la consommation d'espace grâce au fichier foncier. Voilà. Et effectivement, les fichiers fonciers, donc le cadastre, ne sont pas forcément mis à jour au fur et à mesure. Sur certains territoires, des fois, il y a le cadastre qui n'est pas à jour de 2 ou 3 ans. Donc, c'est pour cela que on obtient des résultats qui ne sont pas forcément exacts quand on prend le portail de l'artificialisation des sols et qu'on regarde les chiffres à l'échelle d'une commune, voire même d'un EPCI. Donc, nous, ce que l'on conseille, c'est dans les documents d'urbanisme de pouvoir faire soi-même le travail et de pouvoir le faire via plusieurs méthodes et couplements de méthodes, une analyse des photos aériennes successives, puisque l'État met à disposition des photos aériennes annuellement, couplées avec une analyse et un recensement de toutes les autorisations d'urbanisme pour être vraiment exhaustif. Donc c'est ce que l'on a fait, nous, agence, sur les territoires sur lesquels on a travaillé, notamment les PLUI du Pays Basque ou du Nord-Est Béarn, où on est venu vraiment prendre chaque permis de construire avec les élus, hein. Madame Bosque pourra en témoigner ou la commune d'Haricot-Borde également, pour vérifier que chaque permis avait vraiment consommé ou pas de l'espace naturel ou agricole et de ne prendre dans le permis de construire que la partie qui a réellement consommé de l'espace. Puisque l'État, quand il prend les données fichier foncier, prend l'ensemble de la parcelle. Or, des fois, il y a des parcelles d'1 hectare qui ne sont utilisées que pour 1500 ou 3000 m² pour une construction. Voilà, donc on doit arriver à terme à cette cartographie. Donc en gris, je l'ai dit, les espaces urbanisés au 1er janvier 2011, et puis en couleur, tous les espaces qui sont venus entraîner, générer de la consommation d'espace. Et il faut qualifier cette consommation d'espace. Est-ce qu'elle a été consommée, faite au profit plutôt de zones à vocation d'habitat, ou plutôt à vocation d'économie, ou plutôt à vocation d'espaces verts artificialisés non agricoles, comme des stades, voire comme des plans d'eau artificiels, puisque les plans d'eau artificiels sont considérés par la loi comme consommant de l'espace agricole, naturel ou forestier. Il y a aussi la question des projets d'énergie renouvelable, et notamment le photovoltaïque au sol. Alors ça, c'est une notion aussi à prendre avec des pincettes. Il y a plusieurs décrets qui sont venus détailler ce que l'on devait prendre comme projet qui consomme de l'ENAF ou pas. Donc il y a depuis 2021 les projets qui respectent un décret et qui respectent certains critères de distance entre chaque panneau photovoltaïque, une hauteur spécifique des panneaux, etc.,
sont considérés comme ne générant pas de consommation d'espace agricole, naturel ou forestier. Et de même, les projets agrivoltaïques, donc en dessous desquels il peut être réalisée une production agricole, et dont cette production agricole est prépondérante au regard de la production d'électricité via le photovoltaïque, n'est pas considérée comme générant de la consommation d'espace naturel, agricole ou forestier. Donc voilà, on fait cette photographie en 2011. Qu'est-ce qui étaient les espaces urbanisés en 2011? Jusqu'en 2021, qu'est-ce qui a été consommé de manière exhaustive et à quoi ça a servi, cette consommation d'espace? Et tout ceci, donc on comptabilise le nombre d'hectares que ça représente. Et pour l'année, la décennie suivante, eh bien, il faut au moins faire 2 fois moins. Et pour le au moins 2 fois moins, eh bien, ce sont les SCOT qui vont territorialiser pardon, ces objectifs de modération de consommation d'espace, et qui va définir si certains territoires, bon, notamment les plus urbains, doivent faire plus d'efforts en termes de modération de consommation d'espace parce qu'ils bénéficient plus de capacités de densification que des espaces ruraux qui peuvent moins densifier parce que leurs bourgs sont moins importants et leurs zones urbanisées moins importantes, et peut-être qu'ils vont avoir un objectif de consommation d'espace, de modération, oui, un petit peu plus faible. Voilà. Donc ça, c'était pour la thématique de la consommation d'espace. Si on regarde maintenant un peu plus en détail tout ce que l'on appelle densification, voilà, c'est pareil. Quand on est à l'intérieur d'un espace urbanisé, il va falloir qu'on évalue les capacités de densification, je disais, et de pouvoir les analyser de la manière la plus fine possible pour justement pouvoir justifier que l'on a suffisamment en densification ou pas. Et à ce moment-là, si on n'a pas suffisamment, de pouvoir aller chercher des terrains en extension qui vont consommer de l'espace naturel, agricole et forestier. Donc c'est vrai que du coup, ça dédramatise un petit peu cet objectif de diviser par 2 la consommation d'espace, parce que ça exclut toutes les capacités de construire à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, sauf, je le redis, les terrains de plus de 2500 m². Et comment on va faire pour analyser ces capacités de densification? Eh bien, on va à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, qu'il faut définir précisément à un instant T. Quels sont tous les vides, donc toutes les dents creuses que l'on va pouvoir bâtir, et quelles sont les divisions de propriétés possibles, toutes les fonds de parcelles ou les divisions parcellaires qui sont possibles. La densification aussi, c'est la réhabilitation de friches industrielles. Toutes les opérations possibles, ça c'est surtout en milieu très urbain, de démolition-reconstruction. On avait 1 ou 2 maisons qui occupaient 3000 m². Et quelles sont les possibilités qu'elles soient démolies pour construire, par exemple, 3 immeubles de 150 logements? Et quels sont aussi tous les logements vacants existants qui pourraient être réhabilités et permettre de produire du logement sans aller consommer de l'espace. Donc ça, c'est l'évaluation du potentiel foncier brut, mais ça ne veut pas forcément dire que tous les logements vacants que l'on a identifiés vont pouvoir être réhabilités. Donc c'est aux élus locaux et aux documents d'urbanisme AVRA ou les PLUi, carte communale ou PLU, qui ont à faire ce travail-là, d'aller venir évaluer les capacités de mutation, de mutabilité de ce potentiel foncier brut, pour dire vraiment réellement qu'est-ce qu'il est possible de faire à l'intérieur de cette enveloppe urbaine et quelles sont les réelles capacités de densification. Et on s'aperçoit qu'il peut y avoir une différence notable entre le potentiel brut et le potentiel net. D'une part, c'est là encore la donnée et la source que l'on va utiliser. Si l'on prend la question des logements vacants et que l'on prend la donnée des fichiers fonciers de la matrice cadastrale, on peut avoir un chiffre très important de logements vacants, pour la simple et bonne raison que souvent les propriétaires, des fois pour payer moins de taxes, déclarent leur logement vacant alors qu'il ne l'est pas, ou que
l'identification en tant que logement vacant a été fait à un moment où un logement locatif était entre deux locataires et était vacant à un moment donné, mais le mois suivant, il a été reloué. Donc, il est très important de vérifier la fiabilité de la source de données et de pouvoir quantifier vraiment à l'échelle commune par commune quel est réellement le nombre de logements vacants existants sur la commune et quelles sont vraiment les dents creuses qui vont pouvoir être construites. Parce que souvent, quand on fait uniquement une analyse par photo aérienne, on ne prend pas en compte la topographie des terrains ou l'aptitude à l'assainissement autonome. Donc, il y a tous ces critères-là qui doivent rentrer en compte pour pouvoir passer du potentiel brut au potentiel net. Et donc, voilà, à l'intérieur d'une zone urbanisée, les différents densifications possibles qui peuvent être identifiées. Donc, vous avez les étoiles, là, ce sont les logements vacants. Les quadrillés verts, ce sont les dents creuses qui ont pu être délimitées et en turquoise, les divisions parcellaires possibles. Voilà. Quand on comptabilise ça, ça nous donne un nombre d'hectares ou un nombre de mètres carrés qui peuvent faire l'objet d'une densification et l'objet d'accueil de nouveaux logements ou de nouvelles activités ou de nouveaux équipements et le nombre de logements qui peut être réhabilité, soit pour du logement, soit pour, par exemple, du commerce ou autres activités ou équipements. Voilà, donc d'où l'importance déjà de comprendre bien de quoi on parle quand on parle de densification, quand on parle de consommation d'espaces naturels agricoles, et l'importance aussi de la fiabilité de la source de départ et de pouvoir vraiment vérifier vraiment à la parcelle ou au logement près les possibilités de densification et les chiffres de consommation d'espace qui peuvent être affichés à une échelle plus large. Parce que souvent, sur certains territoires, on arrive à des différences tout à fait notables. L'importance aussi, dernière chose, de bien expliquer dans les documents d'urbanisme que l'on fait la méthode que l'on a utilisée pour évaluer les capacités de densification et évaluer la consommation d'espace passée, puisque l'utilisation de méthodes différentes peut là aussi conduire à des résultats fortement différents. Par exemple, souvent les SCOT, comme ils ne travaillent pas à la parcelle et qui sont élaborés à l'échelle de grands bassins de vie, ne peuvent pas aller à ce niveau de détail que je viens de vous décrire, et donc font des extrapolations des OCS. Donc ils prennent l'OCS en 2009, ils regardent quelle a été la différence, donc quelle a été la consommation d'espace par rapport à l'OCS de 2015. Donc ils font juste la soustraction du nombre d'hectares total défini dans l'OCS en tant qu'espace urbanisé en 2015 par rapport à l'OCS 2009. Ils obtiennent un certain nombre d'hectares, ils le divisent par un nombre d'années pour avoir une consommation moyenne, et ensuite ils reportent cette consommation moyenne sur la décennie suivante pour fixer l'objectif quantifié en termes de consommation d'espace que les territoires peuvent avoir droit, et donc chiffres qui doivent être traduits dans les PLUI. Alors les SCOT savent bien hein, que la différence de méthode conduit à des différences de résultats notables. Donc la plupart des SCOT, et notamment les SCOT ici qui existent sur le département des Pyrénées-Atlantiques, donnent la possibilité aux territoires infra de pouvoir apporter des éléments de justification qui présentent la méthode utilisée dans les PLU ou les PLUI et qui peuvent conduire à avoir des résultats différents de ceux annoncés dans les SCOT. Et ils accordent donc une marge d'appréciation pour que les territoires puissent apporter des données plus exhaustives. Voilà. Mais c'est vrai que les différences, et c'est pour ça que des fois on a du mal à comprendre pourquoi dans les SCOT il est affiché une consommation d'espace sur une période passée et donc un objectif de modération complètement différent des chiffres qui peuvent être affichés dans les documents d'urbanisme PLU, PLUI. Voilà, c'est notamment pour une question de méthode.
Voilà, c'est les grandes notions que je souhaitais aborder là dans ce webinaire parce qu'elles me semblent indispensables pour bien comprendre toute la problématique aujourd'hui du champ de l'urbanisme, hein, qui malheureusement tourne beaucoup autour de cette notion de consommation d'espace et de densification. Je ne sais pas si vous avez des questions